Dans le reste de ce cours, on va discuter de l'impact des non-idéalités des AO sur la performance de nos circuits. Alors, on va commencer par la limitation la plus importante en pratique, qui est le fait que les AO en fait n'ont pas un gain infini et que de plus leur gain fini décroît rapidement avec la fréquence. Alors, tout bon concepteur doit être absolument familier avec ce phénomène pour pouvoir l'anticiper dans un design et aussi choisir un ampli-op avec les bonnes caractéristiques pour une application donnée. Tout d'abord, nous allons ici retourner à l'analyse des circuits contenant des ampli-op, mais en supposant maintenant que le gain en boucle ouverte de l'ampli-op est fini. Alors rappelez-vous que jusqu'ici, notre modèle d'ampli-op, par exemple dans un circuit tel que cet amplificateur non inverseur ici, était le modèle du court-circuit virtuel qui supposait qu'il n'y avait pas de courant qui rentrait par les terminaux d'entrée, donc I- et I+ est égal à 0. La sortie doit être comprise entre moins VSAT et plus VSAT, c'était la condition de validité. Et puis aussi, on avait que la tension entre la borne plus et moins ici, soit VD, était nulle. Alors ce dernier point ici, VD est égal à 0, était une conséquence de notre hypothèse que le gain de l'ampli-op était infini. Maintenant donc, on suppose que le gain est fini, on ne peut plus faire cette hypothèse. Il faut la remplacer par l'équation disant que la tension de sortie est égale à A fois VD, où A maintenant est une constante finie. Refaisons donc maintenant l'analyse de l'amplificateur non inverseur avec cette nouvelle hypothèse. Alors, avec A fini, il faudra encore une fois bien faire attention à ne surtout pas écrire V plus est égal à V moins, où VD est égal à 0 n'est plus valide. Alors pour l'analyse, ici, on a toujours, à cause du diviseur de tension à droite ici, que Vn est égal à 1 divisé par 1 plus R2 sur R1 Vout. Et ensuite, j'écris l'équation, la nouvelle équation pour l'ampli-op qui dit que Vout est égal au gain A multiplié par V+, qui n'est autre que Vin, moins V- qui est Vn, et je remplace ici Vn par son expression, et j'obtiens l'expression suivante ici. L'expression, je peux la réarranger sous la forme de la dernière ligne ici. Alors notez que j'ai utilisé une forme assez spéciale ici, donc pour le rapport Vout sur Vin, j'ai un premier facteur qui n'est autre que le gain que l'on en avait quand on avait supposé l'ampli-op idéal, multiplié par un second facteur ici qui est une correction qui tient compte du fait que l'ampli-op maintenant a un gain fini. Vous noterez ici que j'ai encore une fois le gain 1 plus R2 sur R1 divisé par A. En d'autres termes, plus A va être grand, plus ce facteur va être proche de 1 et plus donc notre rapport Vout sur Vin va être proche du gain idéal. Alors dans ce tableau, enfin, j'ai calculé pour différentes valeurs de A la valeur du facteur de correction ici. Donc on voit que pour un gain en boucle ouverte A de l'ampli-op très élevé, par exemple de l'ordre de 1 million, le facteur de correction est très proche de 1, 1 moins 10 puissance moins 5. Dans ce régime des A très élevés, on peut négliger ici, comme on l'avait bien fait auparavant, le facteur de correction. Pour A de l'ordre de, disons, 10 000, on a encore un facteur de correction très proche de 1. Et même pour A de l'ordre de seulement 100, on obtient un résultat encore acceptable à 0,9. Par contre, on voit ici que pour A est égal à 10, le gain qu'on réalise avec notre ampli-op, okay, Vout sur Vin, et le gain idéal 1 plus R2 sur R1, en fait divisé par 2 ici. Donc on voit bien avec ce montage que lorsque A n'est plus très élevé, disons de l'ordre de la centaine ou moins, il va falloir se soucier de l'effet de cette non-idéalité sur notre analyse.
En particulier, le modèle du court-circuit virtuel qu'on avait utilisé jusqu'ici ne sera plus suffisamment précis et il faudra utiliser à la place un modèle où on suppose, comme ici, une relation linéaire entre la tension de sortie et VD. Alors dans la suite, nous allons discuter le comportement du gain A de l'ampli-op avec la fréquence. Mais avant ça, je voudrais revenir sur la forme que j'ai utilisée pour écrire l'expression Vout sur Vin sur la diapositive précédente. Car cette forme est liée en fait à une notion plus générale de rétroaction qui peut s'avérer très utile pour étudier l'impact d'un gain A fini sur la performance d'un montage. Alors ici en particulier pour l'amplificateur non inverseur de la diapositive précédente, je peux réorganiser les signaux sous la forme du schéma bloc montré ici. Alors A représente l'amplification en boucle ouverte de l'ampli-op et on a la relation donc Vout est égal à A fois VD. VD par définition est la différence VP moins VN. Vp qui était la tension à la borne plus est égal à Vin et Vn à cause du réseau de feedback ici, du diviseur de tension, Vn est égal à R1 divisé par R1 plus R2 fois Vout. Ce schéma bloc ici est un cas particulier du schéma bloc plus général montré au-dessus. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la relation entre Vout et Vin, c'est-à-dire la relation entre la sortie dénotée Y ici et l'entrée dénotée U. Regardons donc le schéma bloc plus général en supposant que les différents systèmes sont linéaires, donc ils ont des fonctions de transfert G et K ici. On a alors les relations suivantes entre les transformés de Laplace, donc la Y est égale à G multiplié par ce signal ici. Ce signal ici est la différence U moins le signal qui est ici, qui n'est autre que KY. Donc j'obtiens bien la relation Y est égal à G fois U moins KY. Je peux faire passer maintenant G fois KY à gauche de l'égalité pour obtenir le rapport entre Y sur U, c'est-à-dire la fonction de transfert qui lie U, l'entrée à la sortie Y, et qui s'écrit alors G divisé par 1 plus GK. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre 1 sur K en facteur de l'expression, multiplié par L divisé par 1 plus LS, où L, par définition, est égal à GK. Alors L est égal à GK est appelé gain de boucle et c'est simplement la multiplication de la fonction de transfert G dans le sens direct par la fonction de transfert K dans la branche de rétroaction. Notez maintenant qu'avec cette expression de la fonction de transfert H entre l'entrée U et la sortie Y, cette expression est à peu près égale à 1 sur K lorsque le gain de boucle L est très supérieur à 1. En d'autres termes, lorsque L est très supérieur à 1, la fonction de transfert H ne dépend essentiellement que du système que j'ai mis dans la rétroaction ici, donc 1 sur K, ou bien le rapport de résistance ici. Cette idée est fondamentale et c'est ce qui permet en fait à nos montages à amplificateurs de fonctionner. Dans le cas de l'amplificateur non inverseur, on a 1 sur K est égal à 1 plus R2 sur R1. Le boucle est simplement A multiplié par ici 1 divisé par 1 plus R2 sur R1. Donc on voit bien que tant que le gain de boucle est très supérieur à 1, c'est-à-dire que tant que le gain A est très supérieur au gain qu'on veut réaliser avec notre ampli non inverseur, c'est-à-dire 1 plus R2 sur R1, donc tant que L est très supérieur à 1, alors le gain qu'on réalise entre Vin et Vout est à peu près égal à 1 sur K, c'est-à-dire à peu près égal au gain 1 plus R2 sur R1. Notez que sur la diapositive précédente, j'ai écrit l'expression Vout sur Vin essentiellement sous cette forme ici, sauf que le second facteur, je l'ai écrit sous la forme 1 divisé par 1 plus 1 sur Ls.
Et l'avantage de la rétroaction ici, c'est que le gain de l'amplificateur opérationnel A n'est pas très bien connu en pratique, mais tout ce dont on a besoin, c'est que A soit très supérieur au gain 1 plus R2 sur R1 qu'on veut réaliser. Et si cette condition est remplie, eh bien alors la fonction de transfert entre Vin et Vout est simplement contrôlée par les valeurs des composants qui sont dans la branche de rétroaction, soit ici des résistances qu'on peut bien contrôler en pratique. Alors voyons maintenant plus en détail comment le gain A de l'ampli-op varie avec la fréquence. Alors notez que je vais discuter ici le cas le plus courant des ampli-op qui sont compensés de manière interne. Et pour ces ampli-op, comme par exemple pour le 741 que vous avez probablement manipulé au laboratoire, j'ai tracé ici la magnitude de A de J oméga en fonction de la fréquence. Okay. Que peut-on voir pour ce graphe? Eh bien essentiellement le gain A se comporte comme un système d'ordre 1, en tout cas jusqu'aux fréquences, disons, de l'ordre de 1 MHz sur ce graphe. Alors en fait, on peut remarquer un pôle à basse fréquence, disons à peu près 5 Hz, et après ce pôle, donc le gain descend avec une vitesse de moins 20 décibels par décade, comme un système d'ordre 1. Donc on en déduit l'expression suivante pour la fonction de transfert A qui dépend de S maintenant, écrite comme A0 divisé par 1 plus S sur oméga B. Alors A0 est ici de l'ordre de 106 décibels sur ce graphe. C'est le gain statique ou le gain à très basse fréquence, et pour un 741, il est de l'ordre de 200 000. Oméga B ici est la pulsation de coupure à moins 3 dB en dessous du gain statique. Donc en particulier sur ce graphe, oméga B est à peu près égal à 5 Hz multiplié par 2π. Et dans la deuxième expression, j'ai en fait simplement tout multiplié par oméga B et j'ai défini oméga T comme étant le produit A0 fois oméga B. Cette deuxième expression ici permet donc de faire apparaître la quantité oméga T est égale à A0 fois oméga B, qui est très importante en pratique. On peut parler de manière équivalente en termes de fréquence, donc j'ai défini ici Ft comme étant égal à A0 fois la fréquence Fb, avec Fb est égal à oméga B divisé par 2π. Alors tout d'abord, on note que cette fréquence Ft est très supérieure à la fréquence Fb, car A0, le gain à basse fréquence, est très supérieur à 1. Ensuite, cette fréquence Ft a différents noms, mais un nom très couramment utilisé est produit gain par largeur de bande. Pourquoi ce nom? Eh bien, Fb est la fréquence de coupure à 3 décibels, et est une mesure typiquement utilisée pour caractériser la bande passante d'un système d'ordre 1. Donc Fb ici est essentiellement la largeur de bande de l'ampli-op, et le gain est A0, et donc le nom produit gain par largeur de bande vient de la définition de Ft comme étant A0 multiplié par Fb. Alors dans ces notes, je vais dénoter produit gain par largeur de bande par GBP, qui correspond à la notation que vous allez souvent voir dans les feuilles de spécification, ou bien vous rencontrerez aussi GBW, et tout ça veut dire Gain Bandwidth Product. Ces spécifications d'ampli-op en général ne vous donnent pas A0 ou FB, parce que ces valeurs sont assez difficiles à contrôler. Par contre, Ft en général est mieux connu pour un ampli-op donné, et c'est pour ça que les spécifications sont faites en termes de ce produit Ft. En 741, typiquement, le fabricant va vous donner Ft qui sera de à peu près 1 MHz. Alors maintenant, l'autre nom que je veux discuter pour Ft ici et dans la diapositive suivante est ce nom fréquence de transition. Alors on va voir que Ft correspond en fait à la fréquence ici à laquelle le gain tombe à 1 ou 0 dB.
C'est-à-dire qu'à la fréquence Ft, on transitionne de la zone où l'amplificateur se comporte vraiment comme un amplificateur à la zone qu'on n'utilisera pas en pratique, où l'amplificateur ici en fait atténue le signal Vd. Alors pour mieux comprendre ces idées, on va discuter le comportement du gain de l'ampli-op aux fréquences, disons, très supérieures à la pulsation de coupure ωB. Alors notez que comme ωB est une pulsation typiquement très basse, donc FB est typiquement de l'ordre de 5 ou 10 Hz, l'analyse qu'on va faire s'applique dès, disons, 100 Hz. Tout d'abord, j'ai réécrit ici la fonction de transfert pour A de S est égale donc soit à A0 divisé par 1 plus S sur ωB, soit en multipliant tout par ωB à ωt divisé par S plus ωB. Maintenant, si je prends S est égal à J oméga, puis le module, et que je m'intéresse seulement au oméga très supérieur à ωB, alors je peux négliger le ωB au dénominateur et j'obtiens une expression approchée pour le gain A de J oméga comme étant ωt divisé par oméga. En d'autres termes, je peux aussi remplacer ωt par sa définition A0 fois ωB et j'obtiens l'expression approximative pour le gain qui est A0 ωB divisé par oméga, et ceci est valide quand oméga est suffisamment supérieur à ωB. Qu'est-ce que c'est que ce gain? Ce gain n'est autre que celui d'un intégrateur, c'est-à-dire qu'aux pulsations oméga très supérieures à ωB, l'amplificateur opérationnel se comporte comme un intégrateur dont la fonction de transfert est ωt sur S. Et en particulier, c'est vrai à la pulsation ωt, puisque ωt est supérieur à ωB. Alors si je remplace oméga par ωt, ici j'obtiens A de J-ωt est approximativement égal à 1. Donc j'obtiens une preuve mathématique de ce que je disais sur la diapositive précédente, que ωt peut se lire sur la réponse en fréquence du gain A de J-ω. Une autre chose que j'ai déjà dit sur la diapositive précédente, on a que le gain A de J-ω en module diminue de 20 décibels par décade au-delà de ωB. Aussi, toujours en utilisant cette approximation, si je vais passer le oméga à gauche de l'égalité, j'obtiens que le gain A de J en module multiplié par oméga est égal à ωt, c'est-à-dire est égal à A0 fois ωB. Ou en termes de fréquence, donc le module de A de J de πf multiplié par la fréquence f est égal à cette constante que j'ai dénotée auparavant GBP pour Gain Bandwidth Product. En conclusion, aux fréquences disons pas trop basses, il faut que f soit suffisamment supérieur à fb. Le produit du gain multiplié par la fréquence est approximativement constant, est égal au GBP, qui est donc le produit gain par largeur de bande. Donc en pratique, les feuilles de spécification vont vous donner le GBP et ça vous permettra d'en déduire le gain, ici A de J oméga en module, simplement en divisant le GBP par la fréquence ou la pulsation. Alors à titre d'exercice, pour illustrer ces idées, supposons qu'on a un 741 dont je vous donne la fréquence de transition qui est de 1 MHz, et je vous demande alors la valeur du gain en boucle ouverte, c'est-à-dire du module de A de J oméga ou de A de J de πf, quand f vaut 100 Hz, 10 kHz et 100 kHz. Alors vous allez pouvoir déduire d'une telle analyse la plage de fréquence sur laquelle votre ampli-op aura un gain suffisamment important pour ne pas avoir d'impact important en pratique sur vos circuits, et au-delà de laquelle il faudra au contraire étudier plus précisément cet impact. Alors je vous donne ici à titre indicatif les réponses aux questions précédentes. Alors, revenons maintenant à notre discussion sur la rétroaction. J'ai reproduit ici le schéma bloc qui correspondait à l'amplificateur non inverseur, mais notez que pour l'ampli-op, j'ai dénoté le gain comme une fonction de S maintenant. Je vous rappelle aussi que
la fonction de transfert k de s était égale à une constante à 1 divisé par 1 plus R2 sur R1, où 1 plus R2 sur R1 est le gain qu'on veut réaliser pour notre ampli non inverseur. Alors le gain de boucle se lit directement sur le schéma bloc comme étant A de S multiplié par K de S. Et la fonction de transfert entre Vin et Vout est simplement donc 1 sur K de S multiplié par le facteur de correction 1 divisé par 1 plus 1 sur Ls. Alors généralement donc 1 sur K de S va être la fonction de transfert qu'on veut réaliser et 1 divisé par 1 plus 1 sur L de S est un facteur de correction qui est dû au fait que A de S ici n'est pas infini. On voit de cette expression ici que la fonction de transfert idéale H idéal de S n'est réalisée que dans la plage de fréquence pour laquelle le module de L de j oméga est très supérieur à 1. De l'expression de L de S, ça correspond aux pulsations ici telles que le module de A de j oméga est très supérieur à 1 sur le module de K de j oméga. Pour prendre un exemple, pour le montage amplificateur non inverseur, supposons qu'on veuille réaliser un gain de 10. Donc on a 1 sur grand K est égal à 10. Pour avoir effectivement un gain de 10, il va falloir rester à des fréquences telles que le gain de l'ampli-op, donc A de j oméga en module, va être très supérieur à 10. Maintenant, comme dans l'exercice de la diapositive précédente, si je vous donne pour un ampli-op donné sa fréquence de transition, bien vous pouvez en déduire la plage de fréquence pour laquelle A de j oméga va être très supérieur à 10. Simplement en prenant le GBP et en le divisant par 10. C'est ce que j'ai écrit ici. La plage de fréquence pour laquelle votre ampli non inverseur va se comporter à peu près idéalement sera pour des fréquences F très inférieures à 100 kHz. Alors en lien avec la diapositive précédente, étudions une autre idée très importante en pratique qui est le compromis qu'on doit faire entre gain et bande passante lorsqu'on réalise un amplificateur. Alors ici, je vais prendre l'exemple de l'amplificateur non inverseur. J'ai réécrit sa fonction de transfert que je viens de discuter dans la diapositive précédente, donc sous la forme 1 sur K de S multiplié par 1 divisé par 1 plus 1 divisé par cette expression qui est le gain de boucle. Encore une fois, K de S est égal à 1 sur petit k, et petit k est le gain qu'on veut réaliser qui est 1 plus R2 sur R1. Remplaçant K de S par 1 sur petit k, j'obtiens l'expression pour la fonction de transfert, K qui est le gain idéal qu'on veut réaliser, multiplié par le facteur de correction, 1 divisé par 1 plus K fois A de S, 1 sur A de S, qui est donc égal à 1 plus S sur oméga B divisé par A0. Donc l'expression ici au dénominateur peut se réécrire 1 plus K sur A0 plus S divisé par oméga B A0 sur K. Ici, le K qui était en facteur de S, je l'ai fait passer au diviseur du dénominateur ici. Et en pratique, le gain qu'on va vouloir réaliser, par exemple 10 ou 100, voire même 1000, va être très inférieur au paramètre A0, qui est, disons, 200 000. Donc je peux négliger le K sur A0 ici, et j'obtiens l'expression approximative pour la fonction de transfert H de S de notre ampli non inverseur, comme K multiplié par 1 divisé par 1 plus S divisé par oméga B avec un grand B ici, où l'expression de oméga grand B est égale à oméga T sur K. Donc qu'est-ce que je peux déduire de cette discussion? Alors tout d'abord, ici on reconnaît encore une fois la fonction de transfert d'un système d'ordre 1. Donc une fois qu'on prend en compte le fait que le gain de notre ampli-op varie avec la fréquence, on obtient pour notre ampli non inverseur un circuit dynamique au lieu d'un circuit purement statique et résistif.
Alors d'autre part, on était parti de notre amplificateur opérationnel qui avait un gain à basse fréquence à 0 et une bande passante ou pulsation de coupure oméga petit b très basse, disons de 5 Hz. En fermant la boucle de rétroaction pour créer notre amplificateur non inverseur, on a maintenant un circuit qui amplifie non plus par A0 mais par petit k. Et donc on peut dire que le gain en fermant la boucle a été divisé par le facteur m est égal à A0 sur k. Par contre, la bande passante de ce système d'ordre 1, ici, si on la définit de la même façon par la pulsation de coupure oméga grand B, est beaucoup plus grande que oméga b, oméga petit b. En effet, on a donc l'expression de oméga grand B qui est égale à oméga petit b multiplié par A0 sur k. Et donc, la bande passante ici a été multipliée par le même facteur m est égal à A0 sur k. La quantité qui est conservée, par contre, c'est le produit gain par bande passante. Pour l'ampli-op original, c'était A0 multiplié par oméga petit b. Pour l'amplificateur non inverseur, c'est petit k multiplié par oméga grand B. Et dans les deux cas, ce produit vaut la constante oméga t. Donc par exemple, à partir de cette analyse, on en déduit que si j'utilise un 741 dont la fréquence de transition ou le GBP est de 1 MHz, et que je réalise avec cet ampli-op un amplificateur non inverseur dont le gain petit k est de 1000, alors cet ampli non inverseur aura une bande passante définie par sa fréquence de coupure à moins 3 dB de 10 puissance 6 divisé par 1000 est égal à 1 kHz. Par contre, si je diminue le gain, par exemple je prends un gain de 10, la bande passante sera 100 fois plus grande, donc de 100 kHz. Le montage qui a la plus grande bande passante est celui qui a le plus petit gain, c'est-à-dire un gain de 1, qui correspond à une bande passante ici de 1 MHz. Discussion, l'exemple précédent peut s'illustrer sur la figure suivante. Ici, j'ai tracé le gain A de J oméga pour l'ampli-op en boucle ouverte. Fonction de transfert a un gain statique de A0 et une fréquence de coupure F petit b. Une fois que je ferme la boucle pour réaliser un amplificateur non inverseur, j'obtiens un gain statique petit k plus bas et une bande passante F grand B plus grande. Par contre, au-delà de F grand B, asymptotiquement, les deux courbes se rejoignent pour aller ici couper la ligne de 0 dB à la fréquence de transition Ft. Alors, si je traçais maintenant la réponse en fréquence d'un amplificateur non inverseur pour un gain plus élevé, par exemple, commençons ici, eh bien j'aurai une bande passante correspondante intermédiaire entre f petit b et f grand B. Et de même, on aurait une coupure ici de l'axe des 0 dB à la même fréquence de transition ft qui est constante. Alors sur cette diapositive, à titre d'exercice et pour mieux comprendre les discussions précédentes, je vous demande de refaire la même analyse que je viens de faire, mais maintenant pour un amplificateur inverseur. Alors vous allez voir en particulier que de la même façon, on doit faire un compromis entre gain et bande passante de notre amplificateur. Ici, bande passante est encore une fois définie par la fréquence de coupure à moins 3 dB. Par contre, les expressions seront légèrement différentes. En particulier, je vous demande ici de comparer la bande passante entre un amplificateur inverseur dont le gain vaut moins 1 et puis un amplificateur non inverseur dont le gain vaut 1, c'est-à-dire un montage suiveur. Ok, alors jusqu'ici on a discuté l'effet de la variation du gain de notre ampli-op avec la fréquence sur des circuits amplificateurs donc statiques. Maintenant je voudrais passer aux circuits dynamiques et en particulier à l'un des plus importants d'entre eux qui est le circuit intégrateur. Donc le circuit intégrateur est remontré ici et la première chose qu'on va faire c'est calculer la fonction de transfert de ce circuit, donc entre VI et VO,
Maintenant, sans supposer l'ampli-up idéal, mais en supposant qu'il a un gain A de S, donc qui suit la même expression qu'auparavant. Donc en particulier, encore une fois, si le gain est fini, on n'a plus V- est égal à V+. Par contre, on garde notre hypothèse que les courants rentrant dans les terminaux moins et plus, ici, sont 0. Donc je peux écrire LKC qui me dit que VI moins V- sur R est égal à V- moins V0 fois CS. Et ensuite, par définition de l'ampli-up, VO est égal à A de S fois V plus moins V moins, c'est-à-dire moins A de S fois V moins. À partir de ces deux équations, j'obtiens donc une fonction de transfert que j'ai écrite ici. Et sur la deuxième ligne, j'ai réécrit cette fonction de transfert comme la fonction de transfert idéale qu'on veut réaliser pour l'intégrateur qui est moins 1 divisé par S sur oméga 0. Cette fonction de transfert idéale est celle qu'on avait obtenue quand on avait supposé l'ampli-up idéal et le modèle du court-circuit virtuel. Et cette fonction de transfert idéal est multipliée par un facteur correcteur qui est 1 divisé par 1 plus cette expression ici. Et cette expression n'est d'autre que 1 divisé par L de S, où L de S est encore une fois appelé un gain de boucle, est égal à A de S multiplié par S sur oméga 0 divisé par 1 plus S sur oméga 0, et correspond à un gain de boucle si j'écrivais la relation entre les signaux ici sur un schéma bloc comme je l'avais fait pour le circuit amplificateur non inverseur. Dans la première expression, je peux aussi remplacer A de S par son expression A0 divisé par 1 plus S sur oméga B pour obtenir ici la fonction de transfert de l'intégrateur qui est maintenant d'ordre 2 à cause du pôle que rajoute la présence de A de S. Donc que peut-on dire de l'effet du gain fini de l'ampli-up et de sa variation avec la fréquence sur le comportement de l'intégrateur? Comme je disais, tout d'abord, on n'obtient plus la fonction de transfert d'un intégrateur idéal, mais d'un système qui ici est d'ordre 2. Le gain statique pour un intégrateur est infini. Ici, on voit que le gain statique est fini, est égal à moins A0 ici. Et enfin, pour l'intégrateur idéal, on avait un déphasage constant égal à 90 degrés à toutes les fréquences, alors qu'ici, on a quelque chose de très différent. En particulier, pour les basses fréquences, H de J0 est égal à moins A0. Donc on a un déphasage de 180 degrés. Et haute fréquence, la fonction de transfert H de S se comporte comme moins fois une constante positive divisée par S2, soit un déphasage de 0 degré. Sur la diapositive précédente, on avait aussi donné l'expression du gain de boucle. Ici, donc A de S multiplié par S sur oméga 0 divisé par 1 plus S sur oméga 0. Je rappelle que oméga 0 est égal à 1 sur RC pour les valeurs de R et C de notre intégrateur. Et donc, comme auparavant pour l'amplificateur non inverseur, notre montage va se comporter comme un intégrateur essentiellement idéal, seulement aux fréquences pour lesquelles le gain de boucle, ici L de J oméga en module, est très supérieur à 1. Alors on peut regarder ce que veut dire cette condition aux très basses fréquences et aux très hautes fréquences. Aux basses fréquences, A de S est à peu près égal à A0. Le deuxième terme est à peu près égal à S sur oméga 0. Donc le gain de boucle L de S est à peu près égal à S divisé par oméga 0 sur A0. Donc pour que L de J oméga en module soit supérieur à 1, il faut que oméga, les fréquences, soient très supérieures à oméga 0 sur A0. Alors cette condition est généralement réalisée sans trop de problèmes, étant donné que A0 est très grand, à la condition que le oméga 0 est égal à 1 sur RC, ici, ne soit pas trop grand. Aux hautes fréquences, eh bien, le pass haut ici a un gain approximativement de 1, et donc le gain de boucle se comporte essentiellement comme A de S, et donc pour que le gain L de J oméga en module pour oméga grand
soit supérieur à 1, il faut rester suffisamment éloigné de la fréquence de transition de l'ampli-op. En d'autres termes, il faut maintenir oméga très inférieur à oméga t. Alors, je voudrais mentionner ici qu'il existe en fait des techniques pour essayer de compenser cette non-idéalité de l'ampli-op et en particulier donc la variation du gain avec la fréquence. Pour illustrer ça, je voudrais qu'on considère ici le circuit suivant qui est une modification de l'intégrateur où à la place de R, j'ai R moins RC ici et puis une résistance supplémentaire RC. Placé à des fréquences oméga suffisamment supérieures à la bande passante en boucle ouverte de là-haut, oméga petit b. Donc dans ces fréquences, on peut faire l'approximation que A de S est égal à oméga t sur S. Je vous demande alors de montrer qu'en choisissant RC comme étant 1 divisé par C oméga t, où C est la valeur du condensateur et oméga t est la pulsation de transition de l'ampli-op, on retrouve ici la fonction de transfert entre VI et VO est égale à oméga 0 sur S, qui est celle d'un intégrateur idéal. Donc encore une fois, ce que cherche à faire ce circuit, c'est modifier le circuit initial pour compenser le caractère non idéal du gain de l'ampli-op et se rapprocher de la fonction de transfert idéale recherchée de oméga 0 sur S. Alors on n'étudiera pas dans ce cours les techniques de compensation passive ou active pour contrer les effets des non-idéalités des AO, mais il est bon que vous sachiez que de telles techniques existent et qu'elles peuvent vous permettre de pousser la plage de fréquence à laquelle vous pouvez utiliser un ampli-op donné. Alors pour ce qui est des filtres maintenant qu'on avait considérés dans les cours précédents, analyser précisément l'effet du GBP fini de nos AO sur leur performance peut s'avérer rapidement compliqué. Donc en particulier si on a un modèle d'ampli-op du premier ordre pour chaque ampli-op, l'ordre des fonctions de transfert de nos filtres augmente de 1 à chaque ampli-op présent. Donc l'effet en particulier est de créer des nouveaux pôles et aussi de changer la position des pôles qu'on obtenait pour les fonctions de transfert des filtres synthétisées en supposant les ampli-op idéaux. Donc en pratique on a deux solutions. La première étant d'utiliser des ampli-op avec des fréquences de transition suffisamment grandes. Une heuristique, c'est que si on veut réaliser un étage d'ordre 2, par exemple, on va prendre un GBP au moins un ordre de magnitude plus grand que le produit Q fois F0 de cet étage d'ordre 2. Alors ici, bien sûr, Q est le facteur de qualité et F0 est la fréquence de résonance. Et sinon, si on n'a pas la possibilité d'utiliser des ampli-op avec des GBP suffisamment grands, par exemple parce qu'on est à travailler à des fréquences trop grandes, eh bien il faudra voir alors si on peut essayer d'ajuster le design en se basant sur des simulations ou se rapporter à des techniques de compensation comme j'illustrais à la diapositive précédente.